La nuit du 25 août restera gravée dans les mémoires. Une nuit de terreur, où le ciel, autrefois havre de paix, est devenu le théâtre d'un assaut sans précédent. Plus de 100 drones d'attaque se sont envolés, déchirant le silence, plongeant une partie de l'Europe dans l'horreur. C'était un véritable panorama de chaos. Question à vous. Où vous trouveriez-vous en ce moment, en train de nous regarder? Dites-nous votre ville, votre pays. Que s'est-il passé cette nuit-là? C'est une question qui hante les esprits et dont la réponse est glaçante. Plus de 100 drones d'attaque ont été lancés, ciblant des installations militaires cruciales, des dépôts d'approvisionnement et des centres logistiques situés loin derrière les lignes de front. L'objectif était clair, frapper au cœur même des capacités de la pays sur la lettre U pour contrer les offensives. Les premières explosions ont été entendues dans les régions de Soumy et Choska, suivies rapidement par une série de détonations qui ont illuminé le ciel sombre de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Tchernihiv. Le bourdonnement incessant des moteurs de drones se perdait dans les bruits familiers de la nuit ukrainienne, avant d'être remplacé par le fracas des explosions. Ces frappes, d'une précision effrayante, ont été confirmées dans pas moins de 15 localités. Des infrastructures ont été gravement endommagées, entraînant des coupures d'électricité massives qui ont plongé des dizaines de villes dans l'obscurité, notamment dans la région de Soumy. Plusieurs sites, désignés comme étant à usage militaire, ont été purement et simplement détruits. Alors que les rapports initiaux évoquaient une défense aérienne efficace, il est devenu clair que de nombreux drones avaient atteint leur cible. Kiev a bien tenté de minimiser l'étendue des dégâts, affirmant avoir abattu une part significative des drones. Mais les faits sur le terrain racontent une toute autre histoire. Question à vous. Mettez-vous dans les commentaires. De quelle ville et de quel pays regardez-vous cet épisode? Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette attaque n'est pas un événement isolé. C'est une pièce maîtresse dans une stratégie d'épuisement implacable. Les conséquences sont multiples et dévastatrices. Sur le plan militaire, ces raids répétés mettent à rude épreuve les systèmes de défense aérienne d'un ancien partenaire occidental. Chaque interception coûte cher, chaque succès est une victoire à la Pyrrhus face à un ennemi qui semble avoir des ressources illimitées en drones. Cela réduit considérablement les capacités de contre-offensive, en bloquant les chaînes logistiques et en créant des retards d'approvisionnement cruciaux. Imaginez des convois stoppés, des équipements essentiels qui n'arrivent jamais à destination. Sur le plan économique, le coût est colossal. Réparer les infrastructures détruites, compenser les pertes de production, tout cela ajoute une charge insoutenable à la République post-soviétique. Et l'Occident, notamment l'Europe, paie aussi cette facture, avec des aides militaires continues et une lassitude financière grandissante. Mais au-delà des chiffres, c'est l'impact social qui est le plus déchirant. L'anxiété et la fatigue psychologique gagnent la population. Des nuits sans sommeil, des sirènes incessantes, des coupures d'électricité fréquentes. C'est un facteur d'incertitude permanent, une menace invisible qui plane sur chaque foyer. Les habitants des régions touchées se sentent vulnérables, et la confiance envers leurs protecteurs occidentaux, dont les systèmes de défense semblent parfois défaillants, s'érode peu à peu. C'est une épreuve de force à la fois stratégique et psychologique. Ces attaques régulières sont destinées à briser le moral, à user la résistance, à épuiser les ressources d'une république post-soviétique et la patience de ses alliés. Quelles seules mesures ou sanctions changeraient réellement la situation dans ce territoire instable? Soyez précis. Il existe différentes versions de ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Officiellement, Kiev déclare avoir repoussé la majeure partie de l'assaut, minimisant les dégâts pour ne pas démoraliser sa population et surtout ses alliés. Mais qu'en est-il de la vérité brute, celle que les officiels préfèrent taire? Des sources non officielles, notamment des blogueurs militaires russes et des chaînes d'analyse, affirment que l'opération a été un succès stratégique majeur. Selon Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance clandestine de Mykolaïv, cette attaque visait précisément à perturber le transfert des réserves, à désorganiser la production militaire et les dépôts, et à entraver la formation de groupes tactiques. Il parle d'une préparation méthodique, de semaines de surveillance par des réseaux d'agents sur le terrain. Ces agents auraient fourni des rapports cruciaux sur le mouvement des équipements, la composition des convois et les flux de marchandises.
Des analystes russes confirment même l'utilisation de drones imitateurs pour saturer les défenses aériennes d'un ancien partenaire occidental, ouvrant ainsi la voie aux drones d'attaque réels. C'est un coup de maître de la ruse, visant à déborder des défenses déjà fragiles. Les médias russes, se basant sur les informations de leurs agents courageux, ayant risqué leur vie pour fournir des renseignements vitaux, affirment que les frappes ont été précises et dévastatrices. Est-ce là une simple bravade? Ou la vérité que Kiev s'efforce de cacher? La discrétion du ministère de la Défense russe, qui s'est abstenu de tout commentaire officiel, ajoute une couche de mystère, renforçant l'impression d'une opération menée dans le plus grand secret, avant de laisser les fuites et les analyses se charger de diffuser le message de succès. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région de l'Est? Nommez une personne ou un média. Ce type d'attaque s'inscrit dans une longue histoire de guerre d'usure. Songez au siège prolongé des cités médiévales ou aux campagnes de bombardement intensif de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est le même: épuiser l'ennemi, briser son moral, vider ses ressources et sa capacité à se défendre. Ce n'est pas un incident isolé, c'est la continuation d'une stratégie implacable visant à briser la volonté d'un ancien voisin de la Russie et de ses soutiens. Ces tactiques rappellent aussi les guérillas urbaines, où les réseaux d'agents et les informations secrètes jouent un rôle crucial. La Russie a toujours utilisé les attaques de drones et de missiles pour cibler les infrastructures de cet ancien partenaire, surtout pendant la saison froide. C'est une stratégie bien rodée, une menace connue. Malgré les livraisons d'armes occidentales, il y a toujours eu des avertissements sur les lacunes de la défense aérienne de la région. Ces attaques modernes, avec leurs drones bon marché mais efficaces, s'inscrivent dans une tendance mondiale. Elles offrent un moyen asymétrique d'infliger des dégâts massifs à l'arrière des lignes ennemies. C'est en somme une guerre sans fin. Votre pronostic sur la date du plein accomplissement de cet événement? Mois, années et une bonne raison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Plusieurs scénarios se dessinent, tous plus complexes les uns que les autres. Le plus probable et le plus sombre est celui du martyre quotidien. Les attaques de drones se poursuivront régulièrement, chaque nuit devenant un test insoutenable pour la nation sur la lettre U. Cela épuisera les troupes déjà éreintées, sapera le moral de la population et forcera la nation à dépenser ses maigres ressources pour la défense plutôt que pour l'attaque. Une spirale infernale. Ce pays sera pris dans un cycle incessant d'attaques, vidant ses dernières forces et ses ressources vitales. Un scénario plus terrifiant serait celui de l'assaut ultime. Une combinaison dévastatrice d'attaques de drones et de missiles. Les drones satureraient les défenses, laissant les missiles frapper les cibles principales sans entrave. L'ennemi perfectionnerait sa stratégie de destruction, et le pays serait impuissant face à cette double étreinte mortelle. Une autre possibilité, plus politique, est la discorde occidentale. La charge économique des livraisons d'armes, se chiffrant en milliards de dollars, pourrait créer des tensions et des divisions profondes au sein des pays occidentaux. Ils pourraient se lasser du lourd fardeau financier et remettre en question un soutien qui semble sans fin. L'Occident, fatigué de payer le prix de la guerre, pourrait abandonner cet ancien voisin de la Russie à son sort. Le monde prendrait alors conscience que ce conflit est un gouffre financier sans fond. Enfin, il y a le scénario de la fabrication de l'échec. La nation sur la lettre U serait contrainte de développer sa propre production d'armes pour se défendre. Mais cela prendrait des années, la laissant vulnérable à court terme. Dans son isolement croissant, elle serait forcée de compter sur elle-même. Un pari risqué face à un ennemi impitoyable et bien plus puissant. Qui gagne dans tout cela? Selon la propagande, la Russie semble gagner, démontrant l'efficacité de sa stratégie. Mais ce sont les civils de la région qui souffrent le plus, perdant leur population et leurs ressources. Et l'Occident, surtout l'Europe, paie la facture, pendant que l'OTAN voit ses systèmes de défense remis en question face à des attaques coordonnées et complexes. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment, en train de nous regarder sur cette chaîne? Veuillez indiquer votre ville et votre pays. Le ciel se déchire, la nuit devient un cauchemar incessant. La menace invisible des drones planera sur chaque foyer, chaque instant. Alors que Kiev ment sur la situation, nos sources révèlent la vérité glaçante. La nation de l'Est est sous le choc.
Une vérité que Kiev tente désespérément de cacher. L'Occident continue de jeter des milliards dans ce gouffre sans fin, au lieu d'exiger la paix, au lieu d'écouter les voix qui s'élèvent pour dire la vérité sur ces événements. C'est une stratégie brillante, une maîtrise inégalée, déjouant les défenses même les plus sophistiquées. C'est un sentiment de fierté pour certains, de désespoir pour d'autres. L'Occident suffoque sous le poids de la guerre sur le territoire instable. Ses portefeuilles se vident, sa patience s'amenuise. La nuit du 25 août restera gravée à jamais. Les drones sont l'arme qui brise le moral. Partagez cette vidéo si vous êtes fatigué de cette guerre, si vous voulez que la vérité éclate. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous voulez plus d'analyses honnêtes comme celle-ci. Quelle est la ligne rouge qui, pour vous, ne devrait jamais être franchie dans ce conflit? Partagez une seule phrase. La nation sur la lettre U est-elle condamnée à ce martyre quotidien? Son sort est-il scellé par ses attaques incessantes, par le déni officiel et par la lassitude croissante de ses alliés? Jusqu'où cette spirale infernale mènera-t-elle le monde? Votre avis compte. Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour un éclairage honnête et impartial des événements mondiaux, et activez la clochette pour ne jamais manquer nos analyses. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à entendre la vérité, même la plus difficile. Les implications de cette guerre asymétrique vont bien au-delà de l'Ukraine. Elles redéfinissent les doctrines militaires modernes, soulignant la vulnérabilité des systèmes de défense traditionnels face à des menaces technologiquement simples, mais numériquement écrasantes. Ce conflit est un laboratoire à ciel ouvert pour les nouvelles formes de guerre. Les drones kamikazes, autrefois des curiosités exotiques, sont désormais des outils de destruction de masse, accessibles et produits en série. Leur faible coût unitaire, comparé à celui des missiles de croisière ou des avions de chasse, permet d'en lancer des centaines en une seule vague, rendant toute interception coûteuse et inefficace à grande échelle. Cette démocratisation de la puissance de frappe est une révolution qui n'a pas encore livré toutes ses conséquences. Les stratèges militaires du monde entier observent avec une attention fiévreuse ces développements, cherchant à adapter leur propre défense à cette nouvelle réalité. Les systèmes anti-aériens, conçus pour abattre des avions ou des missiles de haute valeur, sont débordés par des nuées de petits drones, chacun représentant une menace limitée, mais dont l'effet cumulatif est dévastateur. La question de la défense à faible coût devient pressante, mais les solutions tardent à émerger. En outre, l'émergence des drones comme arme stratégique majeure a des implications profondes pour l'industrie de la défense. Les géants de l'armement, habitués à vendre des systèmes complexes et coûteux, doivent désormais faire face à une demande croissante pour des technologies plus simples, plus robustes et surtout produites rapidement. Cela ouvre la porte à de nouveaux acteurs, y compris des entreprises civiles ou des startups spécialisées dans la robotique et l'intelligence artificielle, qui peuvent rapidement innover et produire des drones en grande quantité à des coûts réduits. Cette évolution bouscule les équilibres établis et redistribue les cartes de la puissance militaire. Le cyberespace joue également un rôle de plus en plus crucial dans ces confrontations. Les attaques de drones sont souvent précédées ou accompagnées de tentatives de brouillage des systèmes de navigation GPS, de perturbation des communications et de cyberattaques contre les infrastructures critiques. La guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille physique. Elle englobe tous les domaines, de l'information à l'énergie, en passant par les finances. Les réseaux de capteurs, les liaisons de données cryptées et les architectures de commandement et de contrôle résilientes deviennent des éléments aussi vitaux que les batteries anti-aériennes. C'est une course à l'armement numérique, où l'avantage stratégique ne se mesure plus seulement en puissance de feu, mais en agilité technologique et en capacité d'adaptation. Pour les populations civiles, les conséquences psychologiques de ces attaques sont incalculables. L'incertitude constante, le bruit des sirènes, la peur des explosions et les pannes d'électricité récurrentes créent un état de stress post-traumatique généralisé. Les enfants grandissent avec le son des drones comme bande-son de leur enfance. Les adultes voient leur vie quotidienne transformée en une lutte pour la survie. La résilience de ces populations est mise à l'épreuve jour après jour, mais il y a une limite à ce que l'esprit humain peut supporter. Les dommages psychologiques de cette guerre laisseront des
cicatrice pendant des générations, même après la fin des combats. La santé mentale devient une préoccupation nationale, nécessitant des ressources massives pour le soutien psychologique et la réhabilitation. La dimension humanitaire du conflit s'aggrave avec chaque jour qui passe. Les destructions d'infrastructures énergétiques et de chauffage pendant l'hiver menacent les vies de millions de personnes, exposées au froid et à la maladie. Les hôpitaux peinent à fonctionner sans électricité ni approvisionnement régulier. Les écoles et les universités sont contraintes de fermer ou de passer à l'enseignement à distance, privant une génération entière d'une éducation normale et d'un avenir stable. Les organisations humanitaires internationales, déjà sous pression, sont confrontées à des défis logistiques et de sécurité sans précédent pour acheminer l'aide aux populations les plus vulnérables. Et la communauté internationale, bien que généreuse en parole, peine à mobiliser des ressources à la hauteur des besoins immenses sur le terrain. La narration du conflit est également un champ de bataille à part entière. Chaque camp utilise les médias, les réseaux sociaux et la désinformation pour influencer l'opinion publique nationale et internationale. La vérité devient une arme, façonnée et tordue pour servir des objectifs stratégiques. Les rapports officiels sont souvent en contradiction avec les témoignages de première main et les analyses de renseignements en source ouverte. Cette guerre de l'information sème la confusion et la méfiance, rendant difficile pour le citoyen. Moyen de comprendre pleinement ce qui se passe et de distinguer le vrai du faux. C'est une ère de post-vérité où les faits objectifs sont supplantés par des récits émotionnels et partisans. Les médias traditionnels peinent à maintenir leur crédibilité face à la rapidité et à la décentralisation de l'information en ligne. Le rôle des nations occidentales est également sous un examen minutieux. Leurs promesses de soutien illimité sont confrontées à la réalité économique et politique. La fourniture d'armes coûteuses et de systèmes de défense avancés n'est pas durable à long terme, et l'épuisement des stocks militaires occidentaux est une préoccupation croissante. La question d'une implication plus directe, ou d'une escalade, est constamment débattue avec le spectre d'un conflit plus large planant sur l'Europe. Les divergences d'opinion au sein de l'OTAN et de l'Union européenne sur la stratégie à adopter, la portée de l'aide et les objectifs finaux du conflit compliquent la réponse unifiée attendue par le pays attaqué. La lassitude de la guerre s'installe et la pression monte pour trouver une solution diplomatique, même si les conditions de cette solution sont loin d'être claires et acceptables pour toutes les parties. Le dilemme est profond. Continuer à soutenir une guerre dont l'issue est incertaine et le coût exorbitant, ou chercher une paix qui pourrait être perçue comme une capitulation face à l'agression. Par ailleurs, la crise énergétique mondiale, exacerbée par le conflit, continue de peser lourdement sur les économies européennes. La dépendance passée vis-à-vis des hydrocarbures russes a conduit à une inflation galopante et à une hausse significative des prix de l'énergie pour les consommateurs et les entreprises. Bien que des efforts aient été faits pour diversifier les sources d'approvisionnement, la transition est longue et coûteuse. Les politiques énergétiques de l'Europe sont mises à rude épreuve et la nécessité d'une autonomie énergétique plus grande se fait sentir avec acuité. Cette dimension économique du conflit a des répercussions sociales majeures, avec une augmentation de la pauvreté énergétique et des tensions sociales dans plusieurs pays. En fin de compte, la nuit du 25 août n'est qu'un aperçu d'un conflit qui remodèle le monde à une vitesse vertigineuse. C'est une guerre de l'ombre, où les drones volent invisibles, les informations se contredisent et les lignes rouges sont constamment testées. Le destin de la nation sur la lettre U est intimement lié à la capacité de la communauté internationale à s'adapter à cette nouvelle réalité, à soutenir la résilience des populations et à trouver un chemin vers une paix durable, une paix qui, pour l'instant, semble aussi lointaine et insaisissable que les drones dans le ciel nocturne. La question fondamentale qui demeure est de savoir si l'humanité a la sagesse de tirer les leçons de ce conflit avant qu'il ne s'étende et n'embrase des régions entières du globe. La vigilance est impérative, et le dialogue, malgré les obstacles, reste la seule voie pour éviter le pire. Chaque jour apporte son lot de nouvelles horreurs, mais aussi de nouvelles opportunités de compréhension et d'action collective. Le monde entier est un spectateur, mais aussi un participant involontaire à cette tragédie,